Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là. On vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez-y sur Facebook, allez-y sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-nous. On est sur toutes les plateformes, Instagram, les plateformes audio aussi, Spotify, Apple, Google, sur SoundCloud. On est littéralement partout. Et à ceux qui l'ont déjà fait, ben merci de nous suivre, grandement apprécié. Et merci de commenter les épisodes. On reçoit des messages, il y a du monde qui apprécie ça. Donc, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Puis, c'est ça. Allez-y, ça nous aide grandement. Salim, ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Chaudement, par exemple, mais ça va bien. C'est enfin, l'été est là. Puis, le mois de septembre, on va le prendre, mais coudonc, c'est ça qui est ça. J'ai l'impression que dernièrement, tout a décalé de peut-être 1 ou 2 mois. Tu sais, au lieu d'avoir un été au mois de juillet, août, ben on l'a en septembre, octobre. On va peut-être ajuster les vacances à un moment donné. Moi j'aime ça parce que l'hiver se raccourcisse. Donc, si on peut commencer l'hiver plus loin, moi, j'ai aucun problème avec ça. À part ça, comment ça va? Ben écoute, ça va bien. On a vu que l'actualité politique se poursuit, malgré le fait que nous ne soyons pas encore en période parlementaire. Bientôt, par exemple. Mais les parlements n'ont pas encore repris. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'actualité politique intéressante. Exactement. Puis, tu sais, les sessions parlementaires vont bientôt commencer, tant au fédéral qu'au provincial. Donc, il y a toujours des affaires qui bougent. Puis, il y a plein d'affaires intéressantes qui arrivent avec, évidemment, les caucus précessionnels, puis tout le kit. Là, tu sais, on nous met au courant un peu des plans de la session à venir. Donc, c'est très intéressant. Puis, moi, comme l'année passée ou comme la dernière session parlementaire, je regarde très attentivement ce qui se passe au PQ parce qu'il y a une vague qui les pousse. Ils font des propositions très intéressantes. Ils trouvent une façon de rediriger tous les projecteurs vers eux. Et pour une équipe parlementaire de 3 députés seulement, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Ben, écoute, je ne sais pas si je vais dire qu'il y a une vague derrière eux. Je crois qu'il est un peu tôt pour parler de la vague. Mais par contre, c'est sûr que on dirait que le PQ a retrouvé un peu de pertinence. Et retrouver de la pertinence, forcément, tu fais un bond dans les sondages. Et d'ailleurs, je l'ai souvent dit au sujet du Parti libéral du Québec, le problème du PLQ aujourd'hui, c'est un problème de pertinence. Dès lors qu'il retrouve un peu sa pertinence, hop, il va faire un bond dans les sondages aussi. Alors, donc le PQ, c'est là qu'il est. Cela dit, regarde, à un moment donné, quand tu es le parti de René Lévesque, tu es le parti de Jacques Parizeau, tu es le parti de Lucien Bouchard, eh ben, c'est sûr que de te retrouver avec 3 députés seulement à l'Assemblée nationale, c'est quand même choquant. Mm-hmm. Disons qu'à un moment donné, une fois que tu touches le fond, ben, tu peux essayer de donner un petit coup de pied là, qui essaye de te faire remonter vers le haut. C'est un peu là où ils sont. Ils n'ont pas grand-chose à perdre. Ils ont tout à gagner. Et je crois que c'est la stratégie adoptée par Paul Saint-Pierre Plamondon pour essayer d'attirer l'attention vers lui, de proposer une nouvelle pertinence, même si la souveraineté est toujours là, évidemment, dans leur cas. Et bien sûr augmenter dans les sondages. Il y aura certainement beaucoup plus à dire sur le PQ alors que la session parlementaire va débuter, mais on va laisser ça de côté. Sûrement, on va revenir à plusieurs reprises sur le PQ. Je pense que surtout qu'il faut observer ce qui va se passer à Jean Talon. Exact. Et le PQ va jouer un rôle dans Jean Talon. Je ne sais pas s'il va l'emporter. Moi, je reste prudent. Là, j'entends beaucoup de gens voir déjà le PQ ramener son 4e député. Moi, je pense qu'on n'est pas vraiment là. Mais par contre, assurément que le PQ va jouer un rôle important dans cette élection-là, qui va peut-être avoir un impact sur la dynamique politique à Québec. Absolument. Puis je pense que même s'ils perdent, le résultat sera très positif en termes de mobilisation puis de vote. Donc, ça sera une bonne nouvelle dans les 2 cas là, pour le Parti québécois. On va revenir au Parti québécois.
On va sauter un peu, puisqu'on est au provincial, on va parler un peu du Parti libéral du Québec. Ça fait des mois maintenant qu'on en parle concernant la course à la direction du parti. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un intérêt? On avait mentionné quelques noms de certaines personnes qui pourraient être intéressées ou qui pourraient avoir les compétences nécessaires de prendre le leadership. Durant l'été, il y a eu quelques annonces de ces personnes-là qui ont identifié leur non-intérêt, si on peut dire, de rentrer dans la course. On va mentionner ces gens-là, mais puis on va arriver à Marc Tanguay. Donc, avant qu'on arrive à Marc Tanguay, juste pour dire, parce qu'on avait mentionné dans des épisodes précédents que les noms de André Fortin, Monsef Déragi, Marois Risky, Frédéric Beauchemin, on avait mentionné tous ces noms-là. On les voit évidemment sur les réseaux sociaux, ils sont tous actifs évidemment. Donc durant l'été, Marois Risky, c'était un peu avant, elle avait déjà mentionné qu'elle n'avait pas l'intérêt de se lancer dans la course. Il y avait toujours une question sur Monsef Déragi, André Fortin. Durant l'été, on a appris que eux autres, ils n'avaient pas l'intention de se lancer. Toujours rien concernant Fred Beauchemin. Moi, je pense que franchement, il va se lancer. Il y a personne, il y a aucun député, surtout à l'opposition, que durant l'été, il trouve pertinent de faire une tournée du Québec. Ah. C'est la première fois que je vois ça. Donc, pour moi, c'est clair que c'est une préparation du terrain. Je sais pas ce que tu penses, mais on attend toujours. Peut-être que c'est juste notre imagination. Peut-être qu'il aime ça tellement qu'il a décidé, garde, on va partir en tournée au Québec durant l'été. J'ai jamais vu ça de ma vie, surtout d'un député à l'opposition. Donc, je m'attends à quelque chose de Fred Beauchemin. Avant qu'on passe à Marc Tanguay, as-tu quelque chose à dire là-dessus? En fait, ce que je voudrais rappeler, c'est que justement, dans ce même balado-là, dans des épisodes précédents, écoutez, j'avais l'habitude de dire une chose. Au PLQ, oui, ça va mal dans l'absolu, mais il reste que c'est quand même une bonne nouvelle qu'il y ait tant de personnes qui réfléchissent potentiellement à se lancer à la course à la chefferie. Donc à l'époque, effectivement, on parlait d'André Fortin, on parlait de Monsef Déragi, on parlait de Marc Tanguay, on parlait de Frédéric Beauchemin, on parlait de Marois Risky, on a parlé d'Alain Reyes, on a parlé de Joël Lightbound. Il y avait même des gens qui rêvaient avoir Sophie Brochu, d'autres qui rêvaient d'avoir Mélanie Joly, d'autres qui rêvaient d'avoir François-Philippe Champagne. Hey, juste là, je viens de faire une liste de pas mal de monde. Puis moi, je disais, bon, le parti est dans un état lamentable, mais s'il y a autant de personnes qui sont soit en réflexion, soit qu'on essaye de solliciter pour qu'ils démarrent leur réflexion, c'est pas si mal que ça. Sauf que là, l'été est passé, puis là, ça a déchanté. Ça a déchanté pas mal. Donc, ma compréhension, c'est que les approches de certains députés auprès de certains élus fédéraux n'a pas fonctionné. Je parle notamment de François-Philippe Champagne, je parle de Joël Lightbound, mais à mon avis, je ne sais pas à quel point c'était une démarche véritablement voulue, mais de Mélanie Joly, etc. C'est sûr que c'est des personnes qui occupent des fonctions très importantes actuellement au sein du gouvernement du Canada, et que s'ils devaient lorgner sur une place de chef, ce serait de succéder à leur propre chef avant de faire le saut au provincial. Bon, Sophie Brochu, c'est une femme d'affaires qui, je pense, n'est pas rendue là pour le moment. Et donc là, on se tourne un peu vers les personnes plus à l'interne. Marois Risky a écarté ça, effectivement, depuis longtemps. Et puis là, tu l'as dit, André Fortin, Monsef Déragi, Marc Tanguay, tous les trois annoncent qu'ils ne vont pas y aller. Donc finalement, il n'en reste plus. Non, c'est ça. Il n'en reste plus. Il y a Alain Reyes aussi qui a dit qu'il n'y avait pas d'intention d'y aller. Lightbound, Joël Lightbound, c'est pas tout à fait clair. Là, oui, mais non, mais oui, j'y réfléchis, mais je sais pas. Mais là, je finis d'abord mon mandat. C'est correct, pas de problème. Il n'est pas obligé non plus de répondre, mais je n'ai pas l'impression non plus qu'il y avait un grand engouement. Je peux me tromper, mais je n'ai pas l'impression. Enfin bref, donc tout ça pour dire qu'on est parti d'un parti où il y avait beaucoup de gens considérés à plus personne de considérés.
Donc, c'est sûr que celui ou celle qui le veut en ce moment est celui ou celle qui est le plus en position de devenir le prochain ou la prochaine chef du Parti libéral du Québec. Donc, tu as évoqué avec justesse, à juste titre, le nom de Frédéric Beauchemin. Alors, c'est sûr que Frédéric Beauchemin, il n'a pas écarté. En politique, quand tu écartes pas, ça veut dire j'y pense encore et puis c'est sérieux. Puis quand tout le monde l'a fait sauf lui, c'est qu'il y pense sérieusement. C'est celui qui le veut le plus. Et qu'importe que ce ne soit pas celui qui lève des foules, parce que c'est un nouveau politicien, c'est quelqu'un qui découvre la politique, il reste qu'il le veut. Puis souvent, un des ingrédients qui fait gagner une course au leadership, c'est la volonté de gagner ou non. Absolument. Puis, regarde, moi, j'ai aucun problème avec les gens qui rentrent en politique qui ont une ambition. C'est sûr, premièrement, juste la décision de faire le saut en politique, ça prend déjà là une ambition, ok? Parce que c'est pas facile. On a déjà parlé de toutes les circonstances qui entourent la vie d'un élu. Donc déjà là, ça prend ça. Mais je trouve quand même spécial pour quelqu'un qui rentre pour la première fois, c'est quand même une recrue en politique. Il a une grande expérience dans le domaine privé, ça, il y a personne qui va lui enlever ça. Mais la politique, c'est un autre monde complètement. Puis, ça arrive pas souvent que des, entre guillemets, recrues rentrent avec une ambition tellement élevée qui se disent, bon, moi, je me lance dans une course à la chefferie. Mais en même temps, tu sais, le Parti libéral du Québec, c'est le parti, en tout cas, historiquement, ça a été le parti de l'économie. Donc, le fait d'avoir été dans le monde des affaires, enfin, plus particulièrement le monde bancaire, du peu que je connaisse de la personne, mais donc, qui dit le monde bancaire, donc il y a forcément un volet économique d'envergure là-dedans. Il peut vouloir jouer cette carte-là, le candidat de l'économie. Qui sait pourquoi? Moi, je pense que s'il a envie de jouer cette carte-là, il devrait la jouer. De toutes les manières, les militants décideront s'il représente véritablement ce qui est recherché ou non. Mais moi, personnellement, s'il décidait d'aller à la course, je peux que saluer sa volonté d'y aller. Les autres, ils vont pas. Il va bien falloir que quelqu'un décide d'y aller. En revanche, puis ça c'est extrêmement important, puis je tiens vraiment, vraiment beaucoup à le dire, la pire des choses, mais alors là, la pire des choses qui puisse se passer, c'est qu'il y ait la désignation d'un nouveau chef au Parti libéral du Québec sans qu'il n'y ait de course. Ouais, un autre couronnement. Un autre couronnement. Parce que le problème des couronnements, il est très simple. C'est que soit tu es le successeur naturel d'un chef, puis là, il n'y a quasiment pas de discussion. Tu sais, Paul Martin l'a été pour Jean Chrétien, par exemple, puis j'en passe, il y en a eu d'autres. Soit tu finis avec ce qu'on appelle un déficit de légitimité. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas légitime aux yeux du règlement, de la loi. Non, c'est pas ça. Tu es légitime, c'est vraiment ta place, mais tu as un déficit de légitimité dans le sens que les gens, à l'intérieur de ton mouvement, à l'intérieur de ton parti, ne te considèrent pas à ce point-là comme étant un chef. Donc, leur motivation à aller te soutenir, à aller se battre pour toi puis tes idées tout au long de l'année et en campagne électorale et même après, c'est beaucoup moins. On l'a vu avec Dominique Anglade. Honnêtement, Dominique Anglade, c'était la moins chef de tous les chefs du Parti libéral du Québec. En plus de ce que tu dis aussi, Salim, quand il y a un renouveau, quand il y a on attend un nouveau leader de rentrer dans un parti, on a besoin de cet échange d'idées. On a besoin d'avoir un dialogue. On a besoin d'avoir des débats. On a besoin d'avoir une mobilisation. Et toutes ces affaires-là ne peuvent pas se produire s'il y a un couronnement. S'il n'y a pas un intérêt, s'il n'y a pas 1, 2, 3, 4
personnes qui s'intéressent afin d'amener leur monde, aller signer des membres, de les amener, faire un débat, échanger des idées. Parce que tout ça, c'est pris en considération pour éventuellement former une plateforme qui a du sens. Donc, si on manque cette étape-là, c'est sûr et certain que c'est difficile. On a vu tout ce qu'a traversé Dominique Anglade, puis encore là, on l'a dit sur ce podcast-là, c'est pas 100% sa faute. L'état actuel du parti, on peut pas tout accorder à Dominique Anglade. Ce n'est pas sa faute, c'est le parti qu'elle a hérité, tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire, excuse, on va peut-être pas être trop d'accord là-dessus, mais c'est pas grave. Dominique Anglade a effectivement hérité d'un parti qui n'était pas en bonne santé. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Mais Dominique Anglade, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas également son leadership. Je ne parle pas d'elle parce qu'on s'entend, en parti politique, là, elle n'est pas toute seule là-dedans. Mais son leadership, on ne peut pas dire qu'il est un exemple de reproche et que l'état encore pire dans lequel il est. Oh non, c'est sûr qu'elle a une part dans ça. C'est sûr qu'elle a une part. Mais maintenant, elle a pas tout, évidemment. Elle est arrivée après 15 ans de quasiment sans règne du PLQ. Elle est arrivée à un moment où les gens étaient tannés. Elle est arrivée au moment où, écoute, on était plus porté sur des questions, disons, de nationalisme identitaire qui disons, échappent d'une certaine manière au Parti libéral du Québec parce qu'il prône une vision qui est plus ouverte et plus inclusive du Québec. Mais il reste que il y a des choix qu'elle a fait conseiller. On le sait maintenant, aujourd'hui, tout le monde parle, mais tu sais, je veux dire, conseiller, ou j'ai envie de dire parfois mal conseillé, voire très mal conseillé, qui ont fait en sorte que pire que la défaite électorale, c'est la déconnexion avec ta propre base. Ouais, non, je suis d'accord avec toi à 100%. Donc, tout ça pour dire qu'on veut éviter une situation qu'on a déjà vue, puis pas si longtemps, puis on veut surtout éviter que ça se répète. Okay? Donc moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est si Fred Beauchemin veut se lancer, bravo pour lui. Je le suis sur les réseaux sociaux. Tout ce que je peux dire, c'est que il fait ce qu'il doit faire. Si jamais il veut se lancer, si c'est toutes les tournées qu'il fait, puis toutes les rencontres qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, c'est en vue de préparation pour une potentielle course à la chefferie, bravo pour lui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller sur le terrain, il faut rencontrer les gens, il faut faire une tournée, il faut rencontrer les grands leaders et voir comment on peut mobiliser les gens. Il fait tout ce qu'il doit faire. Et je suis d'accord avec toi, il faut juste s'assurer qu'il y ait une course et une vraie course. Une course de personnes qui ont la capacité et les compétences de prendre la relève de ce grand parti. Et je vais être peut-être méchant, mais il faut éviter d'avoir des personnes qui vont amener des mots de tête. Et je parle, je sais pas si c'est une rumeur, mais ça circule. Les noms comme Balarama Holness, là, je vous en prie, qui reste chez lui. C'est mon opinion personnelle. Garde, on veut trouver des personnes là, qui, premièrement, ont quelque chose à offrir au parti puis à la société québécoise en termes des valeurs du parti. Donc, je ne sais pas si le parti a une difficulté à aller trouver ces gens-là, mais tout ça pour dire que ça, pour moi, ça urge. C'est quelque chose qui doit se faire, puis ça doit se faire tout de suite. Et tout ça pour revenir à Marc Tanguay, parce qu'il a dû gérer une petite crise, là, puis c'est jamais le fun quand les affaires internes commencent à sortir de façon anonyme dans les médias. C'est du dirty politics, puis c'est la game. Mais juste ça pour dire, avant qu'on arrive à Marc Tanguay, juste à rappeler aux gens qu'on avait discuté de cette course à la chefferie et des noms qui circulaient, les rumeurs qui circulaient des gens qui étaient de l'interne. Puis moi, je t'avais dit, garde, moi, j'espère que tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dise de quoi, parce que quand tu as des noms qui circulent comme André Fortin, Monsef Déragi, Marois Risky, Marc Tanguay, tu as besoin des gens dans le caucus qui vont s'occuper du caucus durant la session parlementaire. Puis si ces gens-là, qui sont, à mon avis, les plus expérimentés, se lancent dans une course à la direction, ben là, ils doivent se retirer un peu des gros dossiers. Donc, c'est qui va s'en occuper? Donc, tu sais, on avait cette inquiétude-là.
au moins, maintenant, on sait que, bon, ces personnes-là qui ont l'expérience parlementaire, ben, ils vont rester dans leur position. Puis au moins, le caucus, durant les sessions parlementaires, il est entre bonnes mains, au moins. Entre bonnes mains, c'est dépendamment de comment on voit les choses, là, mais au moins, il y a des personnes qui peuvent en prendre charge du caucus en attendant d'un nouveau leader. Mais ce qui se passe, tout ça pour arriver à ce qui s'est passé la semaine passée, où Marc Tanguay, finalement, il a fait une communication où il a annoncé que finalement, il n'allait pas se présenter comme dans la course au leadership. Je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, je l'ai déjà dit, le chef par intérim n'a aucune job là, à se présenter dans une course au leadership. Même si la constitution du parti le permet, puis les règlements, blablabla. Look, un chef par intérim, c'est un chef par intérim, c'est pour ça qu'il y a ce titre-là. T'as rien à faire dans la course. Donc, il laissait planer le doute, il savait pas, blablabla. Puis finalement, il y a un article qui est sorti où il y aurait eu pas mal de pression à l'interne. Oui. Alors, écoute, beaucoup de choses sur cet épisode. Bon, d'abord, tu as raison. Ça prend une course dans ce parti-là. Une course, ça prend au minimum 2 candidats qui soient effectivement solides, parce que sinon, ça ne sert à rien. Là, on a éliminé quasiment tout le monde. La seule personne qui n'a pas démenti sa réflexion, c'est Frédéric Beauchemin. Donc, ça va prendre au minimum une autre personne en plus de lui s'il y va, évidemment. Ces personnes-là vont devoir... cette personne ou ces personnes additionnelles vont venir sans doute de l'extérieur, puisque à l'intérieur, là, on voit bien qu'il n'y a plus personne. Honnêtement, là, le show qu'on a vu la semaine dernière avec de je parle derrière mon chapeau, anonymement à Radio-Canada pour faire un article qui met de la pression pour que Marc Tanguay finalement décide de ne pas aller à la chefferie du Parti libéral du Québec et reste chef intérimaire d'Atsol et qui s'y engage. Ça, honnêtement, là, ça réfrègne, ça repousse de potentielles candidatures qui vont se dire « Hey, moi, là, si je veux aller à la tête du PLQ, c'est pas pour être à la tête d'une garderie. Moi, j'ai envie d'être à la tête d'une opposition officielle qui va peut-être prendre le pouvoir, idéalement prendre le pouvoir en 2026, c'est ça que cette personne va se dire, ou si elle prend pas le pouvoir, va chercher 10, 15 sièges, peut-être 20, je sais pas. La personne a le droit de rêver au chiffre qu'elle veut. Ouais. Là, on n'est pas là, honnêtement, là, on n'est pas là. Là, avec ce coulage, etc., on comprend que l'harmonie au sein du caucus libéral est pas si parfaite que ça, est pas si bonne que ça. Puis je comprends ton point. C'est toi, en gros, tu dis un chef par intérim doit faire l'intérim, doit pas pouvoir avoir une visée sur le poste à temps plein. Je suis d'accord avec toi. En termes même de gouvernance, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je suis d'accord. Cela dit, ça, c'est une réflexion que souvent on a lorsqu'un parti est pas si mal foutu. Là, en ce moment, on a un parti qui va très mal. C'est un parti qui n'a pas le luxe de dire « Ah, lui, je le veux comme candidat, elle, je la veux comme candidat, pas lui, pas elle. » Non, la réalité, c'est que c'est un parti où on a besoin de tout le monde de sérieux, bien sûr, mais on a besoin de tout le monde. Tanguay, lui, il sait d'une certaine manière, je dis d'une certaine manière parce que c'est pas tant un sacrifice que ça, mais il s'est sacrifié d'une certaine manière, à dire, je veux être intérimaire, je vais être intérimaire, mais à condition que on ne m'empêche pas d'être le chef. Tu sais, ouais, mais dans ce cas-là, la réalité, là, puis c'est pas pour enlever quoi que ce soit qui que ce soit d'autre dans le caucus, mais quelqu'un qui est capable véritablement de faire l'intérim avec un travail d'intérim, un vrai travail d'intérim. Il n'y en a pas tant que ça. Non, et on l'a déjà mentionné. Moi, je suis 100% en faveur que Marc Tanguay soit le chef par intérim. Je ne voyais personne d'autre qui aurait pu assumer cette responsabilité. Le problème que j'avais, c'est cette idée d'utiliser ce poste par intérim comme tremplin
pour rentrer dans une course. Ça, moi, j'ai jamais apprécié ça. Puis, tu parlais que cette pratique-là de couler des affaires dans les médias, puis ça ruine à la cohésion. Mais en même temps, juste pour de donner un contre-argument à ça, si on regarde ça du point de vue de ses collègues, là, des députés en chambre, qui se demandent, coudon, on a besoin d'un leadership. Puis là, en ce moment, on a un chef qui ne sait pas trop quoi faire. On a des personnes qui sont dans des positions qui peut-être ils ne sont pas aussi bons que ça. Peut-être qu'on a besoin d'un petit remaniement. Puis on peut pas faire ça parce que Marc Tanguay, il sait pas que il veut pas ruiner des relations ou je sais pas trop quoi dans sa tête. Moi, je le vois du côté de ces députés-là qui se disent, regarde, à un moment donné, là, prends ta décision pour qu'on puisse avancer. Tu veux rentrer dans la course, rentre dans la course, on va avoir un autre intérim pour qu'on puisse arranger nos affaires en chambre parce que c'est ça qui importe. Là. Et ça presse, on a une nouvelle session qui arrive. Puis si tu prends pas ta décision, garde, on va te forcer à la prendre, mon cher. Mais alors, en fait, regarde, tout ce que tu viens de dire, là, ce dernier morceau-là, je suis complètement d'accord avec. Complètement d'accord avec. Mais c'est pas pour me contredire moi-même que je dis que je suis d'accord avec toi. Dans le sens que je suis d'accord avec le fond. Moi, c'est avec la forme que j'ai de la misère. Mm-hmm. J'ai du mal avec la forme. Dans le sens que je crois que dans un caucus de 19 adultes, ils sont capables de fermer les portes. Ils devraient être en mesure de se... Non, mais ils devraient être en mesure de le dire clairement. Mais on le dit pas. Puis là, t'as peur de qu'est-ce qu'on va penser. Oui, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être qu'ils l'ont fait derrière porte close. Peut-être qu'ils l'ont dit, garde, Marc, on a besoin de s'orienter quelque part. On a besoin d'un leader. Puis lui, peut-être qu'il est sorti avec des lignes. Mais tu sais, blablabla, je me prépare. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé derrière porte close. Ouais. Moi, si on arrive à un moment, comme tu dis, ça aurait dû être coulé dans les médias. Il y a une raison derrière ça, c'est pour le forcer à prendre une décision. Donc, si on est arrivé à ce point-là, moi, j'ai un peu de misère à croire qu'il n'y aurait pas eu des étapes un peu avant ça, où on l'aurait approché, garde, Marc, fais ci, fais ça, puis il n'y a rien qui s'est donné, donc ils ont dit, garde, on va le couler dans les médias. Peut-être, mais moi, je pense que si ça avait été quelque chose qui avait été discuté, il y a de bonnes chances que ça aurait pas été dans le média, justement parce que Marc Tanguay puis son entourage aurait su qu'il y avait des risques que ça aille dans les médias, etc. Je pense qu'il aurait pu gérer ça. Ouais. Mais encore une fois, moi, c'est pas tant le fond, parce que oui, c'est vrai. C'est vrai que si tu es intérimaire puis que tu veux en même temps y aller, il y a comme une espèce de conflit d'intérêts. Parce que quand tu es intérimaire, c'est toi qui donnes les dossiers, c'est toi qui les enlèves, c'est toi qui donnes les priorités. Puis là, est-ce que tu vas prioriser le dossier de quelqu'un qui va te soutenir versus quelqu'un qui ne va pas te soutenir? Je ne suis pas en train de dire que Marc Tanguay n'a pas l'éthique nécessaire pour faire preuve de discernement et de jugement dans ce cas-là. Mais qu'on le veuille ou non, quand on est en politique, la perception est plus forte encore que la réalité. Il peut être très juste, mais juste la perception qu'il ne l'est pas est pas bonne. Donc, sur le fond, peut-être que ceux qui sont allés parler sous couvert d'anonymat aux journalistes, sur le fond, ils ont peut-être raison. Il y a de bonnes chances qu'ils ont raison. Mm-hmm. Moi, je te dirais que c'est plus sous la forme. Écoute, la veille d'une élection partielle dans Jean Talon, la veille de on va annoncer le nom de la candidate, la veille d'un caucus précessionnel, la veille d'une nouvelle session parlementaire. C'est une nouvelle année, là. C'est pas comme l'année dernière, ils perdent l'élection puis ils font l'année. Non, ça, c'est une nouvelle année parlementaire. Ouais. Honnêtement, même si tu as raison sur la forme, même si ces personnes-là qui ont fait ça avaient peut-être raison sur la forme, sur le fond. C'est l'inverse, excuse-moi. S'ils avaient raison sur le fond, sur la forme, honnêtement, ils sont dans les patates. Parce que sais-tu quoi? Ces mêmes personnes-là sont assis sur les mêmes banquettes, celles de l'opposition. Ouais. En 2026, là, ça se peut qu'ils perdent l'opposition officielle. Et c'est comme scier une branche sur laquelle tu es assis en ce moment. Tu es en train de scier une branche sur laquelle tu es assis. Ouais. Toi, tu as besoin que ton parti...
t'es pas obligé d'aimer Marc, t'es pas obligé d'aimer X, Y, Z, mais si tu joues pas en équipe, t'es perdant toi aussi. Tu scores contre ton but. À 100%. Puis ça nous amène sur le même sujet-là. Il y a un article quand même intéressant de Michel C.O.G. Qui est sorti cette semaine sur l'identité du Parti libéral du Québec et sur le fait que le parti, il a perdu cet attachement-là à son identité. Puis je trouvais ça quand même intéressant, cet article-là, parce que c'est vrai. Et puis on l'a déjà mentionné aussi dans d'autres épisodes, le fait que ce parti-là était toujours relié à l'économie, aux valeurs de liberté individuelle. Puis, tu sais, le parti a manqué des chances à capter un peu l'attention sur plusieurs dossiers. On a mentionné plein de fois la loi 96. Tu sais, c'était il y a quelques mois où la ministre de la CAQ a refusé à un organisme de louer une salle parce que c'est un organisme qui était anti-avortement. Puis, tu sais, c'est des circonstances où le Parti libéral du Québec doit paraître en avant-scène en défendant ces valeurs-là. Il est schizophrène. Puis le parti, en ce moment, il est schizophrène. Parce que défendre des valeurs, c'est de les défendre en toutes circonstances, sauf quand ça se justifie de pouvoir les diminuer d'une certaine manière. Mais c'est exactement là où le PLQ a perdu de son identité. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est un parti qui doit redevenir libéral. Je l'ai dit dans ce podcast-là, puis je l'avais écrit dans mon blog. C'est un parti qui doit redevenir libéral. Au moment où on se parle, c'est pas un parti libéral. Il porte le nom de parti libéral. Ouais. Et moi, d'ailleurs, actuellement, je parle de PLQistes. Je parle pas de libéraux. Ils redeviendront libéraux éventuellement un jour. Ouais. Mais au moment où on se parle, c'est des PLQistes. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Puis, c'est tout à fait vrai. Puis, en plus de la course à la chefferie, il y a tout un autre enjeu là, de redorer ce parti-là à ce qu'il était avant. Puis tu sais, on veut pas se comparer à ce qu'on était avant. Puis tu sais, je sais qu'il y a une vieille garde là-bas qui se rappelle un peu des vieilles années. Puis tout, c'est correct d'avoir ça, sauf que il faut s'attacher aux éléments fondatrices. Aux éléments fondateurs de ce parti-là, puis on est complètement déconnecté. On essaie de trouver des bouts ici et là, puis ça marche pas. Puis peut-être ça prend une course au leadership, I don't know. Je sais pas c'est quoi qui doit se passer. Et c'est sûr et certain, par contre, que à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit s'asseoir avec les députés et faire un plan, puis dire, regarde, il faut respecter notre idéologie, puis même si c'est pas populaire, ben c'est ça qu'on est, puis on peut pas aller de tous les bords là. Ben alors écoute, d'abord je pense que c'était l'idée même du comité de relance là avec André Pratt, etc. Je sais pas si c'est ça qu'ils vont faire. C'est ça qu'ils étaient supposés faire à tout le moins. On verra. Oui, mais moi, je vais t'interrompre 2 petites secondes. Parce que j'ai lu un article qui, je sais pas si ça a été coulé ou quoi que ce soit, juste en termes de préparer les gens, qui disait que finalement, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Ce qu'on aperçoit dans les rencontres qu'on fait, whatever, c'est que les gens sont toujours pas mal près de ce que le parti était. Donc, en fin de compte, est-ce que ça va donner quelque chose, ce comité-là? Écoute, c'est une bonne question. Regarde, en toute humilité, je pense que ils ont botché un peu le concept. Parce qu'effectivement, lorsque tu vas rencontrer des militants, les militants, à juste titre, disent il ne faudrait pas qu'on oublie ce que nous sommes des libéraux, etc. Mais le message qui ressort à l'externe, dans les médias régionaux ou autres, c'est les libéraux du Québec n'ont rien compris, ils veulent rester comme ils étaient. Bon, tant qu'à rester comme ils étaient, on va les laisser dans l'opposition. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. Le message n'est pas bon. Alors, attention, là, il n'y a personne qui veut,
négocier des valeurs, les valeurs du Parti libéral du Québec. La question, c'est comment il s'exprime concrètement en politique publique par la suite, comment il respecte un positionnement idéologique, comment est-ce que ça permet au Parti libéral du Québec de renouer avec son identité. Hein, tu parlais de l'article de Michel Séauger. Tu sais, c'est ça. Moi, je pense qu'ils ont fait l'exercice à l'envers. Je pense qu'ils sont partis d'une tournée de consultation. Moi, je pense qu'il fallait qu'il y ait une réflexion en amont et qu'avec la réflexion en amont, ils donnent le mandat, non pas à leur propre comité, mais admettons à la commission politique, c'est celle qui génère d'habitude du contenu, pour faire cette consultation-là auprès des membres, etc. Donc moi, je pense qu'ils ont fait le travail à l'envers. Bon, on ne va pas juger un rapport avant même de l'avoir lu, mais je suis d'accord avec toi. La perception de l'externe, c'est « Ah ben, on est allé en Estrie, ils nous ont dit « Changez pas ». On est allé à Gatineau, on nous a dit « Changez pas ». On est allé dans le centre du Québec, on nous a dit « Changez pas ». On est allé à Québec, on nous a dit « Changez pas ». Ah, OK, donc dans le fond, changez pas, restez pareil. Ça, c'est le message que les gens ont retenu. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aurait dû y avoir une réflexion en amont, avant d'aller voir le monde, parce que le monde aurait pu réagir sur la réflexion, façonner cette réflexion, enrichir cette réflexion, lui donner le goût du jour, tu sais, mais il y aurait eu une base. Mais là, dans le fond, c'est comme, cette tournée, ça a été comme, je ne sais pas combien il y a de militants aujourd'hui au PLQ, là, je ne sais pas combien ils en ont visité, admettons qu'il y a 17 régions et ils ont en moyenne croisé, je ne sais pas moi, 20, donc ils ont peut-être croisé 350 personnes, disons, là. 350 personnes qui réfléchissent à la même chose au même moment, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y aurait dû y avoir une réflexion à l'avance. Mais enfin. Non, 100%. On va passer au fédéral. On va passer au fédéral parce qu'il y a quand même un congrès cette semaine du Parti conservateur du Canada qui se déroulera à Québec. Donc, évidemment, c'est pas par coïncidence qu'ils viennent à Québec. Mais on va discuter de ça parce que Québec, je pense, va devenir le backdrop quand même important pour le Parti conservateur. Il doit faire des gains ici. Et suite au sondage qu'on a discuté au dernier épisode, où ça va bien un petit peu partout, puis pas mal dans les groupes démographiques importants, mais à Québec, ils sont pas là. Donc, il y a un chemin à faire pour le Parti conservateur du Québec. Donc, le fait qu'il soit à Québec, je le trouve quand même logique. Mais ce qui intéresse plus, c'est les thématiques, puis les résolutions et même les propositions qui vont être faites durant le congrès et à quel point elles seront d'une certaine controverse, surtout peut-être pour les membres québécois. Donc, on s'attend à ça cette semaine. Écoute, c'est intéressant, ces congrès-là. C'est intéressant parce que tu sais, il y a d'autres partis, d'autres chefs de partis politiques fédéraux qui ont dû vivre avec des résolutions qui ne faisaient pas leur affaire. Hein. Donc, écoute, le prédécesseur de M. Poilievre, M. O'Toole, avait dû vivre avec le rejet d'une résolution qui reconnaissait les changements climatiques. C'était une résolution en provenance du Québec qui demandait formellement au Parti conservateur de reconnaître les changements climatiques. Elle avait été battue, cette résolution-là. M. O'Toole a dû s'en défendre pendant des mois par la suite, jusque pendant les élections fédérales, etc. En gros, là, le message des adversaires libéraux, c'était « Comment voulez-vous élire un parti politique qui n'est même pas capable
de reconnaître les changements climatiques. Donc ça, par exemple, le Parti conservateur avait déjà vécu avec ça. Il y a eu aussi, plus récemment, on verra comment ça va se traduire d'un point de vue électoral, mais il y a eu une résolution au Parti libéral du Canada qui disait, en fait, qui voulait un retour à l'équilibre budgétaire. Mm-hmm. Et encore une fois, c'était, cette fois-ci au PLC, c'était une résolution qui provenait du Québec. Ouais. Une autre résolution battue, qui a été débattue. Qui a été débattue et surtout battue. Exactement. Mais elle a été débattue aussi, mais elle a été battue à la fin. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que il y a aussi les adversaires conservateurs qui pourraient dire, regardez, comment peut-on maintenir au pouvoir un parti qui n'est pas capable d'imaginer un retour à l'équilibre budgétaire. Donc, regarde comment certaines résolutions peuvent être des cailloux dans le pied des chefs de partis politiques. Là, je viens de donner un exemple conservateur et un exemple libéral. Donc là, M. Poilievre va faire face à peu près à la même chose. Je suis certain qu'il aurait préféré que ces résolutions-là ne fassent même pas partie du cahier de résolution. Mais comme c'est pas lui qui décide, puis que c'est des militants, etc., il va devoir vivre avec ça. On s'entend que pour le personnel politique, puis même le chef de parti et peut-être des membres quand même importants du caucus, les congrès, c'est jamais le fun. Parce que c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Tu sais pas qui va faire une résolution, je sais pas trop quoi, là. Puis quand vient, concernant le Parti conservateur, on sait qu'il y a des résolutions que Pierre Poilievre veut pas faire face. T'sais, on parle de questions d'avortement, des affaires de même. Et heureusement, dans l'article que j'ai lu, il n'y en aura pas de résolution sur la question d'avortement. Non, c'est ça, il n'y en aura pas. Donc, il est certainement content. Ouais. Mais c'est des affaires-là que tu sais pas. Est-ce que... Mais il y en a d'autres qui sont, qui sont oh, oui, puis pour les conservateurs problématiques. Puis on va en parler de un ou deux, là, mais juste pour dire que c'est jamais le fun pour le personnel politique puis les élus, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Puis évidemment, c'est des affaires qui sont quand même publiques. Il y a les médias, ils vont... mais c'est la démocratie interne. C'est la démocratie interne. Exactement. En même temps, je vais juste te dire une chose. Il y a une démocratie interne, bien sûr, dans les partis politiques, mais il faut aussi se dire une chose, c'est qu'un chef, lorsqu'il arrive et qu'il est en place, il est capable, il a le droit, la légitimité comment je vais te dire ça, de donner sa couleur à ce parti-là. C'est-à-dire d'influencer ce parti-là. Donc, c'est pour ça que tu as des gens plus modérés, des gens plus conservateurs, des gens néolibéraux. Les néolibéraux, c'est techniquement des conservateurs. Tu sais. Je veux dire, tu as des libertariens, enfin bref, tu as tout type de conservateurs. Mais celui ou celle qui vient et qui prend le leadership du Parti conservateur doit être en mesure de donner une couleur à ça. Le problème, peut-être, pour M. Poilievre, c'est que sa base à lui, puis la base aussi qui lui a permis de remporter brillamment d'ailleurs la course à la direction du Parti conservateur, c'est des gens qui ils tiennent à ces sujets-là. Une partie d'entre eux tient à ces sujets-là. C'est très compliqué pour lui de leur dire, écoutez, en privé, je suis d'accord avec vous, votez pour moi pour devenir chef, donnez-moi de l'argent pour ma campagne à la chefferie, donnez-moi de l'argent pour aller en élection, votez pour moi à l'élection générale, mais you know what? Comptez pas sur moi. Comptez pas sur moi par la suite. Tu sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis, c'est très compliqué. Un des cailloux cette semaine sera la question du définancement du CBC et de sa filière francophone, Radio-Canada. On sait que lui-même, Pierre Poilievre, a dit publiquement qu'il voulait définancer le CBC, mais il n'avait pas mentionné Radio-Canada. Non, mais non. Parce qu'il pensait que les minorités francophones au Canada, ils méritent d'avoir accès à cette information-là, qu'ils considèrent quand même comme un service essentiel. Mais là... Excuse-moi. Garde ton idée, garde-la en tête. Ouais. C'est très important ce dont tu es en train de parler. Attention, il a dit... C'est important pour les communautés francophones partout au pays de garder ça.
attends, mais c'est pas parce que c'est pas important pour les anglophones majoritaires au Canada, c'est parce que lui, il considère que c'est un média qui est biaisé et qui est là pour faire la propagande, si ce n'est des libéraux et de Trudeau, la propagande des idées libérales. Et donc, par conséquent, que ça avait, que c'était biaisé et que ça avait un impact. Et c'est pour ça. Non, mais attends. La raison, puis c'est ça, moi, c'est là où moi j'ai un gros problème avec cet enjeu-là spécifique sur CBC. C'est parce que si l'argument est bon pour les anglophones, il est bon pour les francophones aussi, au-delà du côté minoritaire. Parce que, est-ce que ça veut dire que parce qu'ils sont minoritaires, on pourrait leur donner de l'information supposément biaisée? Non. Ouais. Non, la raison pour laquelle il ne veut pas le couper pour, pour le Radio-Canada, dans le fond, donc CBC en français, si tu veux, la raison, elle est très simple. C'est parce qu'il veut garder des votes chez les francophones. Ouais. Il ne veut pas les avoir à dos, que ce soit au Québec où il y a une majorité de francophones, ou les Canadiens français qui sont éparpillés un petit peu partout au pays et qui sont souvent dans des régions et qui ont des tendances à voter conservateur. Donc, tu sais... Non, je comprends ce que tu dis. On va voir ce qui se passe cette semaine parce que là, la résolution qui va être débattue va inclure Radio-Canada. Donc, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va se produire. Et les résolutions qui sont débattues et qui sont votées, qui sont adoptées par les membres, c'est un peu difficile pour les chefs de parti de les ignorer quand même. Là, on a déjà vu auparavant des circonstances où ça n'a pas été respecté. Genre, le chef de parti il n'est pas allé dans cette direction parce qu'une résolution a été votée, mais ça paraît toujours un peu négativement que le chef prenne une autre direction que les membres, tu comprends? Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, puis c'est un peu un territoire fragile, les congrès de partis. Donc, cette fois-ci, les membres présentent ces résolutions-là. Ça sera intéressant de voir combien de membres seront là, surtout du Québec ou d'autres régions francophones du Canada pour débattre de cet argument-là, de cette résolution-là. Mais c'est quand même spécial, tu sais, les nouvelles d'État d'être définancées par l'État même. Eh ben, écoute, effectivement. Mais tu vois, sur ces questions-là, quand tu dis que les chefs de parti peuvent pas faire comme si ces résolutions-là n'existaient pas, tu as tout à fait raison. Et ils sont, de toutes les manières, ça va les suivre, parce qu'il y a des journalistes qui vont poser des questions, même si on le sait, au Parti conservateur, M. Poilievre répond pas vraiment beaucoup aux questions de journalistes. Il choisit les journalistes, il choisit le nombre de questions. Généralement, il y en a rarement plus que 2 ou 3. Et donc, il y a peut-être des choses plus importantes encore à poser comme question que ça. Alors, bref, on ne va pas jusqu'au bout des choses. Cela dit, moi, ce qui m'inquiéterait si j'étais dans les cercles conservateurs en haut lieu, là auprès pas Erin O'Toole, mais de M. Poilievre, etc., c'est le fait que ces résolutions-là vont être présentées, discutées, débattues dans un congrès qui se passe au Québec. Donc, tu sais, au Québec, où quand même, oui, il y a une forme de conservatisme politique au Québec, mais ça reste un conservatisme progressiste, surtout sur des questions de nature plus sociale. Donc, imagine qu'il y ait un fiasco autour de ça, c'est-à-dire qu'on voterait en faveur d'une résolution là, qui heurterait les valeurs québécoises de progressisme au niveau social.
la tâche d'huile risque d'être importante. Là, mais c'est pour ça que je te dis qu'il est sûrement heureux qu'il n'y ait pas de résolution sur la question d'avortement, mais il y a une résolution qui va être présentée et débattue sur toute la question d'avoir une politique autour mineurs. Des chirurgies transgenres. Puis, pour mineurs. Pour mineurs, exact. Donc ça sera intéressant de voir. Ben, regarde, encore une fois, sur ce sujet-là en particulier, c'est à ça que je pensais quand je disais des... Au Québec, il y a une certaine forme de progressisme sur la question. Je te dis pas que les gens veulent ça... que tu sois d'accord ou non. Là, je veux dire, mais il y a une forme de progressisme là-dedans. C'est sûr que s'il y a des résolutions qui sont fortement rejetées, alors qu'au Québec, on est peut-être un peu plus progressiste qu'ailleurs. Même les conservateurs sont un peu plus progressistes au Québec qu'ailleurs au Canada. Là, t'sais. Donc, ça peut créer des problèmes. Ça c'est une certitude. Ce qui est intéressant, c'est, puis on va terminer bientôt, mais le fait que Éric Duhem, la semaine passée, il a rappelé aux gens qu'il était ouvertement conservateur, puis qu'il appuyait Pierre Poilievre, puis qu'il serait au Congrès. C'est pas encore clair si on va lui accorder une certaine importance ou s'il fera partie d'une table ronde ou je sais pas trop quoi, là. Mais c'est clair que de son point de vue, il se cherche des appuis, mais en même temps, quand on considère que il y a eu presque 500 000 votes le Parti conservateur au Québec aux dernières élections. Est-ce que le Parti conservateur ne pourrait pas profiter un peu des appuis qu'Éric Duhem a reçus? Parce qu'au niveau fédéral, pas trop sûr que le Parti conservateur a eu un demi-million de votes au Québec. Je me rappelle pas des chiffres, mais ça m'étonnerait qu'ils aient eu plus que ça au Québec. Écoute, il y a des rumeurs qui circulent à l'effet que... il pourrait faire le saut? Non, en fait, c'est pas cette rumeur-là, là, mais celle-là aussi, elle existe, mais il l'a démenti. Non, mais il y a des rumeurs qui disent que le Parti conservateur du Québec, donc d'Éric Duhem, aurait aidé à l'élection durant la chefferie des conservateurs l'année passée. Ce qui n'est pas impossible puisque Éric Duhem lui-même dit qu'il avait une base d'électeurs qui était similaire et de sympathisants qui étaient similaires et tout. Donc, c'est pas impossible. Mais bon, je ne ferai pas de procès d'intention étant donné que je n'ai pas de preuves. J'avance ça sans preuve. Puis c'est pas je l'avance, c'est des rumeurs qui avancent ça. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je ne pense pas, par contre, que de se coller à Éric Duhem pour M. Poilievre est stratégiquement une bonne chose. Pour la simple et très bonne raison que Éric Duhem, c'est le gars qui a fait élire 0 député. Ouais. Malgré qu'il ait fait, je crois, 13,5% dans les 13,5% des suffrages aux dernières élections. Il les a ramassés, effectivement, ça existe, mais ça ne s'est pas concrétisé en victoire électorale. Donc, il n'y a eu aucun député. Excuse-moi, je vais juste me corriger parce que c'est pas le nombre de votes qui a eu plus que les conservateurs. Je pense que c'est le nombre des membres. Il a plus de membres au Québec que les conservateurs. C'est ça que je voulais dire. C'est possible. D'après lui. Ouais. Oui. Non, mais ça, par contre, je suis pas surpris. C'est-à-dire que Éric Duhem a plus de membres que les conservateurs au fédéral. C'est ça qu'il dit. Ah, j'ai aucun doute là-dessus. Ça, c'est absolument certain. C'est quasiment public, ça. Je veux dire, je suis pas mal sûr de ça, effectivement. Écoute, il était, pendant les élections, à quelque chose comme 50 000 membres. Donc, 50 000 membres, il n'y a pas un parti fédéral qui a autant de membres. Peut-être le Bloc, et encore, je suis pas sûr. Non, écoute, je ne suis pas sûr que stratégiquement, ils veuillent se coller à Duhem. Est-ce que Duhem serait là, présent, visible, puis que ça lui donne un coup de main comme ça? Oui. Mais plus de visibilité dans leur amitié ou dans leur alliance politique,
il donnera pas. D'autant plus qu'il y a beaucoup de caquistes qui votent conservateur. Ouais. N'oublie pas, hein, M. Legault avait invité la population à voter pour le Parti conservateur l'année passée. Donc c'est ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, George, c'est la nouvelle publicité des conservateurs. Il y avait celle dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire... sur les valeurs familiales, suite à la séparation de Justin Trudeau. Ben, je veux pas dire suite à la... C'est suite à sa séparation, c'est arrivé comme 4-5 jours après. Oui, c'est arrivé tout de suite après. Mais disons que ça faisait partie d'une opération rebranding, Okay, puis ouais. disons que le timing, ils ont saisi l'opportunité. Appelons ça comme ça. OK, good. OK? Mais, alors, il y a cette publicité-là, mais il y a une autre publicité. Une autre publicité, celle-ci, ben, figure-toi, ne vise même pas les libéraux de Trudeau. Elle vise le Bloc. Et dans le fond, c'est des vidéos où on voit le Bloc dire, des élus en chambre, la taxe carbone, non seulement il faudrait la maintenir, mais il faudrait l'augmenter. Puis là, bien sûr, grosso modo, ce qu'il faut comprendre de la vidéo, c'est que les bloquistes sont les alliés de Justin Trudeau, ouais. Et que donc voter pour le Bloc, d'une certaine manière, c'est comme maintenir Justin Trudeau au pouvoir. Donc, voter pour les conservateurs, c'est ce que la vidéo appelle à faire. Je suis pas sûr que je suis d'accord avec la vidéo. Par contre, c'est très, très bien fait et ça peut faire mouche. Je te dis pas que les conservateurs vont nécessairement faire élire 10 nouveaux députés du jour au lendemain, mais disons que c'est efficace comme message. C'est intéressant parce que ça va devenir un champ de bataille très, très, très intéressant. C'est sûr que Trudeau peut pas perdre des plumes au Québec, surtout alors qu'on voit les sondages où ça va pas si bien dans les autres provinces. En même temps, le Bloc veut augmenter ses sièges et je pense qu'il a des bonnes chances à le faire. Et là, tu as les conservateurs qui veulent avoir plus de sièges, surtout autour de la région du Québec. Je suis pas trop sûr s'ils vont réussir à faire quelque chose autour de Montréal, mais ça va être quand même intéressant. Ben, oui, c'est certain qu'ils ont besoin du Québec. Mais moi, je regarde... Toi, t'as parlé de la vision micro. Moi, je te parle d'une vision qui est un peu plus macro. Donc, elle est moins dans la circonscription, mais un peu plus macro. Dis-toi que quand un parti politique s'en va en élection et qu'il a un seul adversaire, c'est le parti qui est au pouvoir. Ça généralement, on appelle ça un parti d'opposition. Le parti d'opposition s'oppose au pouvoir. Lorsque tu as un parti qui commence à avoir des adversaires partout, ça, c'est un parti qui est au pouvoir ou qui aspire à être au pouvoir. Ouais. Puis là, stratégiquement, ce que les conservateurs essayent de faire, c'est, de montrer via leur publicité ciblée qu'ils attaquent le gouvernement parce qu'il est en place. Ils veulent bien sûr le remplacer. Ils attaquent le Bloc au Québec parce que ils veulent montrer que il y en a d'autres des partis qui font leur affaire. Les seuls qui vont pas attaquer, puis ça aussi c'est de la stratégie, c'est les néo-démocrates. Pourquoi ils vont pas attaquer les néo-démocrates? Mais parce qu'ils utilisent leur plateforme. Mais parce que si les néo-démocrates augmentent leur vote, c'est du vote qui va pas aux libéraux. Donc c'est ça qui est intéressant. S'ils vont chercher des votes de bloquistes, et là je parle de bloquistes donc juste au Québec, mais que les néo-démocrates augmentent partout au pays, c'est un réservoir de vote qui ne va pas aux libéraux. Et c'est comme ça qu'ils veulent essayer d'avoir le pouvoir. Et là, je te dis, c'est une stratégie macro, puis on est à 6 mois, 1 an des élections, donc ça peut changer, et j'aurai peut-être tort d'ici quelques temps. Mais aujourd'hui, honnêtement, c'est ça que j'observe. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Puis, regarde, ça va être intéressant. On a déjà parlé de Justin Trudeau, de son leadership, s'il demeure ou non en place. Ça reste à voir. Mais en même temps, il y a quand même le luxe, disons-le, de conserver cette attente-là jusqu'en 2025. Donc, tu sais, que les sondages vont bien ou moins bien pour eux, il y a quand même assez de temps devant lui pour peut-être prolonger et voir comment les choses vont se développer. C'est sûr et certain que les conservateurs appliquent énormément de pression en ce moment. On va voir.
Et ça sera certainement des sujets de discussion sur d'autres podcasts. Sur ce, on va vous remercier encore une fois de nous suivre. Allez vous abonner sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube. Abonnez-vous, on veut grandir cette communauté-là. On apprécie tout ce que vous faites déjà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire avant de dire salut? Non, bonne semaine, puis à la semaine prochaine. There you go. On vous voit bientôt sur un prochain épisode. Ciao tout le monde. Take care.